the moderator of this session. She's a very good friend of mine. Natalie Weisman, she's project manager at GBE here in Côte d'Ivoire. So Natalie, please, the floor is yours. Thank you very much, Nicolas. On va donc continuer en français. On va essayer de faire honneur à cette table ronde de la Côte d'Ivoire. Donc merci à tous d'être venus. Bon, comme vous voyez, effectivement, ça a été noté. On a un panel qui est moyennement représentatif sur la question du genre. Mais voilà, du coup, j'interviens pour essayer de sauver un petit peu la situation, qu'il n'y ait pas que des hommes quand même sur scène. Alors, peut-être déjà commencer à donner un petit peu les grandes orientations de cette session. On a donc souhaité réunir sur cette scène des représentants du secteur privé qui travaillent ici en Côte d'Ivoire sur différents domaines qui touchent à l'énergie. Et on a également voulu faire venir sur scène des représentants du secteur financier et du secteur bancaire. Le but de cette session, ça va être un petit peu d'essayer de comprendre quel est le contexte aujourd'hui, quel est le climat des affaires pour les entreprises en Côte d'Ivoire qui souhaitent investir et monter des projets dans le domaine de l'énergie. Et donc peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, il m'a paru important de rappeler peut-être un petit peu le contexte quand on parle de l'énergie en Côte d'Ivoire. Donc effectivement, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années en Côte d'Ivoire. On peut noter que le taux de couverture nationale en Côte d'Ivoire était de 33% en 2011. En 2020, ce taux de couverture est aujourd'hui de 80%. Donc il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Et il y a beaucoup de choses qui ont avancé sur ces 10 dernières années. Il faut savoir, pour donner un chiffre un petit peu concret, qu'on estime que dans les années 2012-2018, les autorités de Côte d'Ivoire a électrifié environ 300 localités par an. En 2019-2020, on est passé à l'électrification d'environ 900 localités par an. Donc ça va très vite et ça avance. On est aujourd'hui à environ 34% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de la Côte d'Ivoire, dont sur ces 34%, 23% est composé d'hydraulique. Et avec l'objectif en 2030 de passer la barre à 42% d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand on parle du secteur de l'énergie, et notamment avec des entreprises et des acteurs du monde privé, on parle de kits individuels, on parle de mini-réseaux, on parle de raccordement de centrales de centrales renouvelables qui vont être raccordées au réseau. On parle également d'autoproduction, et ce de plus en plus. Et une fois qu'on a fait un petit peu maintenant ce bilan, ce qui nous intéresse, donc aujourd'hui on estime que le taux d'accès à peu près en Côte d'Ivoire à l'électricité est autour de 60%. Dans les zones rurales, ce chiffre se situe autour de 43%. Et on a voulu comprendre un petit peu, en faisant venir donc ces acteurs ici aujourd'hui, on voulait comprendre un petit peu quel est l'envers du décor derrière ces chiffres. Ces chiffres qui laissent entrevoir une situation très idyllique. Et donc on a voulu savoir, avec les entreprises privées qui sont présentes ici, déjà comprendre ce qu'elles font, comment elles opèrent, quels sont leurs défis, quelles sont leurs opportunités. Et on a souhaité également que ce dialogue puisse avoir lieu avec des institutions bancaires, pour comprendre également quelles sont les ressources qui sont mises à disposition des entreprises pour pouvoir gagner des parts de marché dans le domaine de l'énergie en Côte d'Ivoire. Donc avant de rentrer dans le débat et dans les discussions, je vais demander aux panélistes de se présenter. Donc je vais commencer à ma gauche par monsieur Jonathan Kwasi, qui est directeur finances durables à la Société Générale, si vous voulez donner un petit mot d'introduction sur votre présence à ce panel. Merci beaucoup Mélanie, j'espère que je ne suis pas trop... Nathalie, autant pour moi, merci. Merci beaucoup Nathalie. Je suis Jonathan Kwasi, directeur de la finance durable pour la zone Afrique subsaharienne Société Générale. Je dirais que nous sommes très heureux d'être dans ce panel-là pour échanger avec des acteurs, pour certains que nous connaissons, qui sont des interlocuteurs que nous avons au quotidien dans le cadre de nos différentes interactions sur le sujet des énergies renouvelables. Aujourd'hui, la Société Générale se veut être une banque de premier plan sur ce sujet-là. La preuve en est qu'on a tout un département qui est chargé de piloter nos actions, nos stratégies dans la durabilité. Donc, lors de nos échanges aujourd'hui, là, on pourra quand même vous dresser un petit pan de ce qu'on fait, par exemple, sur le sujet des énergies renouvelables. Dans les faits, au-delà de tout ce qui est annoncé comme moyens qui sont mis à disposition, des cas pratiques seront évoqués et comment ça se passe. Et demain, si vous avez la possibilité de passer nous voir dans nos bureaux, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Mauritanie ou au Mali, dans n'importe quel pays où nous sommes présents, nous pourrons vous proposer des solutions concrètes que nous avons éprouvées et qui marchent. Donc c'est ce que je peux dire pour le moment. Je pense qu'on rentrera un peu plus en profondeur tout à l'heure. Merci. Très bien. Merci monsieur Kwasi.
Je vous présente ensuite Monsieur Placide Tano, qui est directeur administratif et financier dans la société Engie. Merci. Okay. Bonjour Nathalie, bonjour à cette auguste assemblée. Merci déjà à l'ARE pour on va dire l'organisation de ce forum-là, qui se veut aussi très important pour tous les acteurs, on va dire, du domaine des énergies renouvelables. Je pense que cette LUCAN est la très bienvenue pour nous, pour pouvoir exprimer nos challenges, nos opportunités, ce à quoi nous sommes confrontés au jour le jour dans nos opérations. Il faut dire que le secteur en lui-même, il est chaud au sens propre comme au sens figuré. Au sens propre parce que c'est avec le soleil que nous travaillons, au sens figuré parce qu'il y a beaucoup de défis. Et je pense que comme la Société Générale est déjà à ma droite, je suis très satisfait. Je vois aussi les représentants de la FIACER avec qui souvent nous discutons pour essayer de trouver des solutions. Donc je pense que cet échange-là sera très bon pour nous tous. Merci. Je vous remercie. Je donne ensuite la parole à Monsieur Christopher Kolosinski, qui est directeur général de la société Grino, ici en Côte d'Ivoire. Merci Nathalie, bonjour à tous. Nous sommes, en tant que nouvel arrivant sur le marché en Côte d'Ivoire, nous sommes très heureux de faire partie de ce panel et de cet événement. Donc Grino est une entreprise spécialisée dans le financement, la distribution, l'installation et la maintenance de pompes d'irrigation solaire. Ce sont des produits que nous commercialisons à crédit auprès des populations rurales ivoiriennes, en particulier les petits agriculteurs qui ont moins d'1 hectare ou 1 hectare maximum de terrain. Et en tant que nouvel acteur, nous faisons face comme tout le monde à un certain nombre de défis mais également d'opportunités. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes là et je serai très heureux de vous en dire plus durant cette session. Merci beaucoup. On va donc maintenant passer la parole à Monsieur Emmanuel Yeo, qui est le président de la FIACER, donc la fédération qui regroupe les associations qui représentent le secteur privé dans les énergies renouvelables ici en Côte d'Ivoire. D'accord, bonjour à tous, bonjour à Nathalie, bonjour à tous les organisateurs pour cette opportunité. Je suis Yeo Leniga Emmanuel, président du conseil d'administration de la FIACER, qui est la Fédération ivoirienne des associations en efficacité énergétique, énergie renouvelable et action climat. Et notre rôle en Côte d'Ivoire et même au-delà de nos frontières, c'est de porter à la disposition de la population des solutions réelles, des solutions concrètes sur le terrain en matière d'énergie renouvelable, en matière de solutions énergétiques, en matière aussi de lutte contre les changements climatiques. La FIACER est composée de plusieurs associations qui regroupent en leur sein plusieurs entreprises qui opèrent évidemment dans le domaine des actions d'atténuation au niveau des changements climatiques, mais aussi au niveau écologique, au niveau de l'énergie, au niveau de tout ce qui est vert. Donc nous sommes sur le terrain pour exécuter les actions concrètes permettant aux populations et aux pays de l'Afrique en général, en commençant par la Côte d'Ivoire, à vraiment aller vers la transition énergétique, vers une énergie propre. Et c'est vraiment notre rôle. Donc si vous recherchez des solutions concrètes pour une installation, pour une œuvre quelconque, vous soyez libre de contacter la FIACER. Et nous avons en notre sein plusieurs activités, plusieurs experts, plusieurs spécialistes à ce niveau. Et donc, sur ce, je reste confiant que ce moment va être un moment d'échange fructueux et que nous allons repartir avec des vraies solutions que nous pourrons mettre en œuvre pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et enfin, last but not least, comme on dit, on accueille M. Ismaël Fanny, qui est le président de l'association APBEF, donc l'association professionnelle des banques et des établissements financiers ici en Côte d'Ivoire.
Merci Nathalie. Peut-être juste un rectificatif, je ne suis pas le président. Pardon. Je suis le directeur exécutif adjoint. Mes excuses. C'est pas bien grave. Donc, voilà. Je voudrais commencer par vous remercier pour votre invitation et de l'opportunité que vous nous offrez d'échanger avec les acteurs de l'écosystème des énergies renouvelables, mais aussi pour présenter la configuration du marché aujourd'hui, des acteurs qui interviennent dans le financement de toutes les solutions et de tous les projets qui sont portés par les acteurs de l'énergie renouvelable. Peut-être qu'un peu plus en avant, on aura l'occasion de voir dans le détail ce que nous faisons. Mais d'entrée de jeu, ce que je peux indiquer, c'est que l'association professionnelle des banques, c'est l'organisation qui rassemble toutes les banques qui opèrent en Côte d'Ivoire, les banques et les établissements financiers, parce que chez nous c'est différent, c'est pas la même chose. Donc aujourd'hui on a 30 membres, 28 banques et 2 établissements financiers qui constituent les membres de l'APB et les acteurs de l'écosystème financier en Côte d'Ivoire, avec différentes solutions d'accompagnement des acteurs. Voilà. Donc on verra un peu plus en avant, lorsqu'on avancera dans le détail, ce que nous faisons. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'entends que dans les attentes de ce panel, il y a l'idée de trouver des solutions. Et donc, avant de parler éventuellement de solutions, dont on espère que notamment les représentants du secteur bancaire, vous nous en proposez quelques-unes, je propose déjà de donner la parole aux représentants du secteur privé. Je vais commencer avec vous, Monsieur Tano, pour avoir un petit peu quelle est votre perception du marché ici en Côte d'Ivoire, quels sont les défis auxquels vous faites face ou les opportunités que vous avez pu rencontrer. Ok, merci encore Nathalie. Déjà, il faut dire que NG Energy Access, c'est une filiale du groupe NG. Nous sommes présents dans 9 pays de l'Afrique, plus généralement dans les pays de l'Afrique de l'Est. Et nous sommes ici en Côte d'Ivoire depuis 2018, préalablement basé à Yamoussoukro. Nous sommes arrivés sur Abidjan en 2020, en vue de nous rapprocher encore plus de nos partenaires, qui sont pour la plupart dans ce panel avec moi. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, vu la configuration, on va dire, du système économique relativement à tout ce qui est énergie renouvelable, ici en Côte d'Ivoire, nous opérons uniquement sur ce que nous appelons les SHS, les Solar Home System, voilà. Mais dans les autres pays, nous allons jusqu'au mini-grid. Et l'une des difficultés que nous avons aujourd'hui pour pouvoir être plus à l'aise dans notre activité, c'est dans tout ce qui est accès à ce que nous appelons les RBF, c'est-à-dire les revenus basés, on va dire, les financements basés sur le revenu, c'est-à-dire des contrats cadres avec soit le gouvernement ou le développement, on va dire, des partenariats B2B. À ce niveau-là, la flexibilité n'est pas encore vraiment de mise. Et ça, c'est l'une de nos difficultés, on va dire, principales. Par la suite, parlant de financement lui-même sur un autre, on va dire, sur un autre volet, aujourd'hui, avec les institutions aussi financières, nous avons aussi ce petit souci de, on va dire, je pourrais dire de taux préférentiel. Parce qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, ce n'est pas une question de choix, je pense. Nous sommes arrivés à une étape où ça devient plus ou moins une obligation, surtout que nous voulons tous travailler à la protection de l'environnement, on va dire dans le futur, maintenant et dans le futur. Donc aujourd'hui, les entreprises évoluant dans notre domaine devraient pouvoir bénéficier, on va dire, d'une certaine flexibilité à tous les niveaux. Et à tous les niveaux, sur le plan fiscal, sur le plan social, avec notamment, on va dire, la législation locale, nous avons besoin, on va dire, de conditions préférentielles. Déjà, voilà, ok, je pense que j'ai pu rétablir. Voilà, donc parlant déjà de législation douanière, je pense que le micro déjà se rend compte des difficultés que nous avons. Voilà. Voilà, donc parlons déjà de législation douanière.
normalement, toute entreprise qui fait des importations, on va dire des équipements solaires, devrait pouvoir bénéficier de certaines exemptions ou certaines, on va dire, réductions en termes de taxes douanières ou même de TVA. Mais dans la réalité, c'est tout un parcours de combattant pour pouvoir vraiment bénéficier de cette exonération. Le processus allant de 2 à 3 ans pour pouvoir l'obtenir. Donc ça, c'est déjà une première problématique. Ce qui nous oblige, entreprises exerçant dans le domaine, un tant soit peu, à pouvoir rentrer en fait dans nos marges, pouvoir au moins récupérer l'investissement qui a été fait. Donc hier, j'écoutais le représentant de CARE qui s'exprimait sur le fait que les coûts de nos équipements étaient élevés. Mais dans ces conditions, on n'a pas trop de choix. Parce que quand il y a un investissement, quelque part, il faut aussi un retour sur investissement. Bien que nous travaillons à mettre une pression sur nos marges pour ne pas exagérer, parce que les consommateurs finaux, c'est toujours nous-mêmes encore. Voilà, c'est nos parents qui sont dans des villages, dans des hameaux, dans des zones rurales. Donc à un moment donné, cette problématique au niveau de la législation douanière nous crée assez de soucis. Deuxième problème lié, on va dire, à toujours cette législation, mais beaucoup plus sur le plan fiscal. Aujourd'hui, dans notre leitmotiv, sinon notre envie de vouloir donner, sinon offrir, on va dire, des solutions énergétiques à prix abordable et des solutions fiables, nous utilisons un business model où nous permettons à ces clients-là de pouvoir apurer, sinon acquérir leur kit par un échelonnement, sinon un échéancier sur 2 à 3 ans. Donc, le client qui est désireux d'avoir le kit, au moment de la vente, il nous paye autour de 5 à 10% du coût de l'équipement. Mais nous, en tant qu'entreprise commerciale, lors de la déclaration, par exemple, la TVA, nous sommes obligés de déclarer intégralement la TVA parce que nous sommes entreprises commerciales. Et je pense que nous ne sommes pas les seules entreprises qui vivent cette problématique. Donc, l'idée aujourd'hui pour nous, c'est qu'il y ait encore, je dis encore une fois, une flexibilité, sinon une réclassification particulière pour les entreprises qui évoluent en fait dans ce domaine-là. Et ça, c'est vraiment l'un de nos soucis. Du coup, il y a une autre répercussion, on va dire, sur notre besoin en fonds de roulement, parce que nous sommes constamment tendus financièrement. En termes de trésorerie, nous sommes constamment tendus. Donc, c'est le moment vraiment d'attirer l'attention, sinon de demander l'aide de la Société Générale qui est à ma droite, de, on va dire, l'association des, on va dire, des institutions bancaires ou financières qui pourraient nous aider, et aussi, on va dire, des institutions internationales. Nous disons déjà merci à CARE et à la GIZ avec qui nous avons travaillé déjà sur certains projets. Donc, je vais dire de façon succincte, nos problèmes se résument à 2 niveaux, au niveau législation et aussi au niveau financement. Voilà. Pendant que vous avez le micro, est-ce que je peux vous demander également si vous deviez nous donner, c'est quoi les opportunités? Il y a des choses quand même qui se passent. Oui. Les opportunités, comme je l'avais dit en l'entame, déjà c'est le soleil que nous avons. Donc ça, c'est une belle opportunité que nous avons. Et par la suite, aujourd'hui, quand on essaie de lire les chiffres, nous sommes autour de 80 à 85% de taux de couverture. C'est pour dire qu'il y a encore une marge pour nous. Et ces 15%, on va dire de 15 à 20% de couverture restant, je pense que dans un premier instant, cela devrait pouvoir nous revenir. Et par la suite, pourquoi pas intensifier, sinon aider encore plus on va dire la société qui s'occupe de l'exploitation en Côte d'Ivoire en termes de production d'énergie, parce que nous avons cette capacité-là. Mais toujours dans le cadre de cette capacité de production d'énergie que nous pourrons, bien entendu, soumettre à cette société, il y a encore on va dire, de la flexibilité à avoir de la part de nos dirigeants. Voilà, donc les opportunités, il y en a toujours en fait, vu cette part de marché encore qui reste. Merci beaucoup. Christopher, un petit peu la même question. Quelle est votre perception du marché? Donc, vous êtes nouveaux arrivants, donc vous avez des premières impressions peut-être déjà à vous nous livrer sur les défis pour monter une activité comme la vôtre ici en Côte d'Ivoire. Merci Nathalie. Donc effectivement, pas mal de défis pour nous. Je pense que je vais faire écho aux propos de M. Tano, puisqu'on partage un peu la même réalité.
Pour commencer, peut-être un peu de contexte autour de la création donc, de Grino, qui est une filiale du groupe EDF et d'une entreprise nommée Sun Culture, qui est une entreprise kenyane spécialisée dans le design et la fabrication de pompes d'irrigation solaire. Je dirais que la création de cette entreprise s'inscrit dans la volonté de nos actionnaires de diversifier l'offre Paygo en Côte d'Ivoire, qui était jusqu'alors principalement axée sur les Solar Home Systems. On croit que cette bascule vers des produits à usage productif comme les pompes permettront de bénéficier de nombreux avantages. Tout d'abord, il y a un besoin de la population, mais le fait que ce soit des produits qui permettent à leurs utilisateurs de générer des revenus est également censé consolider, sécuriser autant que possible le remboursement de la part de nos clients. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays qu'on connaît bien. Le groupe EDF est présent ici depuis de nombreuses années. Et je dirais que l'environnement est favorable à l'investissement. C'est un pays qui est doté d'infrastructures de qualité, qui ne vend qu'en s'améliorant, qui jouit d'une stabilité et d'un dynamisme économique indéniable. Donc à ce niveau-là, tous les voyants sont au vert. On pourrait faire mieux pour attirer davantage d'investissements, notamment en termes de mise à disposition d'informations, que ce soit des informations relatives au marché, des informations relatives à notre population cible, c'est-à-dire des personnes qui vivent en zone rurale, qui sont non bancarisées et sur lesquelles nous disposons aujourd'hui de très peu d'informations. Donc la seule façon d'acquérir ces informations, c'est d'aller au contact, de proposer des choses, parfois de tomber, mais de toujours se relever. Donc, alors contrairement donc, au SHS, je dirais que les produits d'irrigation, de pompage et d'irrigation solaire bénéficient d'un cadre un peu plus favorable, notamment des abattements en matière de TVA, pas sur l'intégralité du kit, mais sur certains éléments. C'est déjà une bonne chose. Donc on travaille avec les autorités locales afin d'améliorer le cadre. Pour ce qui concerne les droits de douane, malheureusement, il y a relativement peu de flexibilité à ce niveau-là, mais les discussions sont en cours, notamment depuis plusieurs années avec le soutien de la GIZ et des autres professionnels du secteur. Mais tout ça pour dire que plus nous serons en mesure de bénéficier davantage, plus nous pourrons proposer des produits adaptés aux populations rurales qui, comme vous le savez, disposent de peu de moyens et ont besoin, pour pouvoir s'équiper, que les prix baissent et qu'ils n'augmentent pas, comme cela a plutôt tendance à être le cas, eu égard aux différentes contraintes avec lesquelles on doit composer. Et pour ce faire, donc, nous bénéficions de l'accompagnement d'acteurs financiers qui sont en train d'évoluer. Monsieur Kouassi, à notre droite, est un de nos interlocuteurs et on sent qu'il y a un changement dans la mentalité des partenaires financiers qui comprennent enfin que nous ne sommes pas des entreprises traditionnelles dans la mesure où nous servons des populations défavorisées qui ont très peu de moyens. Donc il convient, comme le disait M. Tano, de nous donner accès à des outils adaptés comme de la dette concessionnelle, comme des facilités en matière de besoins en fonds de roulement ou de découvert qui sont vraiment adaptés à notre réalité, à savoir des entreprises qui payent leurs fournisseurs sur des délais très courts de l'ordre de 3 mois, mais qui ne recouvrent l'intégralité de leurs créances qu'au bout de 24 voire 36 mois pour ceux qui payent. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire et on espère qu'on sera en mesure de mettre sur pied les outils adaptés pour pouvoir consolider notre présence ici et continuer à servir ces populations. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Monsieur Yeo pour savoir si vous aussi, vous avez la même perception que vos collègues dans ce panel et quels sont au niveau de la FIACER et donc de vos membres, quel est le ressenti des difficultés ou des défis pour pouvoir gagner des nouvelles parts de marché ici dans le domaine de l'énergie en Côte d'Ivoire.
tout cas, merci Nathalie, merci aussi à l'audience pour la patience. Je vais déjà situer un peu le contexte. Le contexte pour ceux qui ne sont pas du secteur, pour que vous compreniez un peu le contexte dans lequel nous évoluons avec les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Il y a eu des avancées ces dernières années, notamment au niveau de la réglementation, au niveau de l'État, du gouvernement, le ministère de l'Énergie. On a pu avoir aujourd'hui un arrêté ministériel sur l'autoproduction qui régule comment est-ce que l'énergie renouvelable est utilisée dans le pays. On a un arrêté qui dit que sur l'autoproduction qui permet l'installation de l'énergie solaire et des autres formes d'énergie renouvelable sur l'étendue du territoire, mais avec des conditions. Il y a évidemment le régime de la liberté qui, au-delà d'un certain seuil, jusqu'à un certain seuil, vous êtes libre de faire votre installation sans avoir à demander une autorisation à qui que ce soit. Et au-delà de ce seuil, on a un deuxième seuil, je crois, c'est jusqu'à 20 kg. Entre 0,5 et 20 kg, vous devez déclarer au préalable à l'État que vous avez l'intention de faire une telle installation. Au-delà de 20 kg, vous devez avoir une autorisation préalable du gouvernement, du ministère, avant de pouvoir faire votre installation. Donc on a cette réglementation qui permet quand même de réguler, bien que nous qui sommes dans le secteur, on n'est pas entièrement satisfaits, mais c'est déjà une avancée. Et on a aussi un autre arrêté qui est sur l'audit obligatoire qui stipule qu'au-delà de certain seuil, vous devez mettre en place des mesures d'efficacité énergétique et avoir réalisé un audit obligatoire. Et ce sont des nouvelles lois qui sont entrées en vigueur très récemment. On a aussi une autre loi qui est intervenue récemment sur le tiers éligible et qui permet de produire de l'énergie et de le vendre à un tiers qui est éligible. Ça, c'est déjà des avancées qui nous permettent d'avancer dans le secteur. Il y a d'autres normes qui sont en application actuellement. Je résume pour dire qu'au moins, on a dans la réglementation, on a des dispositions qui commencent à prendre. Bien que cette réglementation, nous souhaitons qu'elle soit améliorée, mais il y a déjà ces niveaux d'avancée qui sont très importants. Deuxième chose à dire, on a aussi une avancée en matière de certification des compétences. Pour ceux qui veulent faire des installations d'énergie solaire, par exemple, vous avez constaté dans le passé, il y avait des installations anarchiques qui n'ont pas marché et qui ont failli ternir le marché. Donc, avec l'intervention de certains partenaires, tels que la coopération allemande à travers la GIZ, avec l'État, il y a une structure qui s'appelle Codinorm, bien sûr avec la FIACER, qui a mis en place un processus de certification. Désormais, en Côte d'Ivoire, pour faire une installation solaire ou bien une intervention dans le cadre de l'énergie de façon générale, mais en particulier l'efficacité énergétique, vous devrez avoir une certification. Et on appelle ça la norme NI compétence. Vous devez avoir une compétence avérée par Codinorm. Et cela permet d'éviter des installations coûteuses, mal faites, qui vont faire perdre de l'argent aux installateurs. Donc voici un peu le cadre dans lequel nous sommes. Et le cadre est donc réglementé plus ou moins. Et nous luttons pour qu'il y ait encore une réglementation un peu plus souple pour nous, les opérateurs sur le terrain. Et je vais vous donner quelques challenges auxquels nous faisons face, pour ne pas les appeler des défis. Mais bien avant, permettez-moi de vous dire que la FIACER regroupe à peu près une centaine d'entreprises qui opèrent essentiellement dans ce métier. Donc nous sommes sur plusieurs segments, la biomasse, l'énergie solaire et surtout l'efficacité énergétique. Nous avons des entreprises qui fabriquent des équipements d'efficacité énergétique et qui travaillent aussi sur les énergies renouvelables telles que le solaire, ainsi de suite. Et nos challenges, en réalité, se situent à plusieurs niveaux. D'abord, la réglementation, nous souhaitons qu'elle soit améliorée. Parce que les seuils dont je viens de parler ne nous conviennent pas entièrement. Et nous souhaitons que ces seuils soient revus. Bon, comme les autorités qui doivent l'écouter, je ne sais pas s'ils sont là, mais on ne va pas insister sur cela.
Par contre, notre challenge premier, c'est au niveau même de l'accès au marché. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire et dans l'espace CEDEAO, c'est-à-dire les 15 pays de l'Union économique, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, on a une problématique. C'est que plus de 60% de notre énergie est consommée dans le domaine du bâtiment, de la construction. Et donc, ce domaine n'a pas encore bien compris l'importance des énergies renouvelables, ce qui fait qu'on a du mal à obtenir des vrais marchés. Vous allez voir qu'il y a des cités entières qui sont construites. Vous pouvez avoir 500 logements, voire même des programmes de 1000 logements, de 10 000 logements. Et l'énergie renouvelable n'est même pas mentionnée quelque part. C'est-à-dire qu'on s'attend à envoyer un transfo quelque part et à tirer des lignes sur le réseau pour tenter d'alimenter une cité de cette envergure. Et vous voyez, quand cela n'est pas pris en compte, cela non seulement agit sur le réseau, une déstabilisation même des calculs mathématiques de livraison de l'énergie à l'ensemble du territoire, mais ne permet pas aux acteurs comme nous d'opérer. Et donc nous souhaitons que, bien sûr, l'accès aux énergies renouvelables soit pris en compte au moment de la conception de tels projets, surtout dans le domaine de la construction. On construit des grands immeubles aujourd'hui sans rien prévoir réellement. Par contre, je préfère signaler ici qu'il y a une loi qui n'est pas bien connue, mais qui normalement devait être renforcée, qui demande à ce qu'un certain mix énergétique soit pris en compte dans les projets de construction, surtout les grands immeubles. Mais cela constitue l'un des blocages même au niveau de l'accès du marché. La population n'est pas suffisamment bien éduquée pour comprendre que les énergies renouvelables, surtout les énergies solaires et surtout l'efficacité énergétique, la population ne comprend pas que c'est souvent pour leur propre intérêt. Et nous avons fait des études et au moins à peu près 30% de l'énergie mise à la disposition de la population est gaspillée, surtout dans le secteur résidentiel et le secteur tertiaire. Bon, je suppose que si les Ivoiriens qui sont ici dans cette salle, vous constatez que beaucoup se plaignent que leurs factures sont trop élevées, les payent trop, mais en grande partie c'est dû au fait que l'énergie est souvent gaspillée et non pas d'outils de gestion. Et dans ce contexte, cela constitue un challenge aussi, comment informer correctement la population pour qu'ils comprennent que nous avons des acteurs qui sont là. On a parlé tout à l'heure de les solutions qui ont été proposées par mes collègues ici. Il y a des solutions de financement disponibles et nous, à la FIACER, nous avons les solutions réelles en matière de savoir-faire, en matière d'équipement. Donc désormais, la bonne nouvelle ce matin, c'est que tout Ivoirien et tout acteur dans notre espace communautaire peut désormais bénéficier des avantages des énergies renouvelables. Et au niveau de notre second challenge, ce sera le financement. Parce que beaucoup de nos entreprises au sein de la FIACER n'ont pas de capacité financière solide pour financer leurs projets. Et donc, cela entraîne une longueur dans l'exécution des projets et finalement décourage même certains qui préfèrent se reconvertir dans d'autres métiers. Donc, le financement et l'accès au marché constituent les deux grands défis que nous devons relever à notre niveau. Et je termine pour dire que c'est au fait un appel non seulement à la population, mais aussi aux autorités compétentes et bien sûr aux partenaires, que c'est le moment de prendre la question des énergies renouvelables et surtout de l'efficacité énergétique au sérieux. Parce que si nous devons nous industrialiser en Afrique, nous avons besoin de suffisamment d'énergie, mais de l'énergie à un coût raisonnable, un coût réduit, et donc aussi de l'énergie propre. Et c'est avec l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables que nous pourrons développer notre continent, et nous pourrons développer nos industries, nous pourrons créer un cadre de vie où il fait beau vivre, et nous avons besoin de l'apport de tous, et les consommateurs, et les autorités, et bien sûr nos partenaires techniques et financiers, et tous les acteurs. Et nous sommes donc disponibles au niveau de la fédération, au niveau de la FIACER, à vraiment faire de notre mieux pour contribuer sérieusement à l'essor et au développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au niveau national
et aussi au niveau de toute l'Afrique en général. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, après avoir vu de nombreux défis, donc on se rend compte qu'ils sont à peu près communs, quelle que soit la taille des entreprises, qu'elles soient des petites PME ou qu'elles soient des entreprises plutôt moyennes. Ce que je trouve assez intéressant, moi je sais que quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire il y a 8 ans, on discutait avec les associations du secteur privé qui nous disaient mais nous, on a des vrais besoins en financement, mais quand on va voir les banques, elles ne comprennent pas ce qu'on leur demande, elles ne comprennent pas notre métier, elles ne comprennent pas l'écosystème. Alors c'était il y a 8 ans, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur ces dernières années, et donc c'est intéressant pour nous de pouvoir voir un petit peu quelle est aujourd'hui, et donc je vais d'abord donner la parole à Monsieur Fanny, quelle est la perception de tous les établissements bancaires sur le rôle à jouer aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été fait ces dernières années pour permettre à ces établissements bancaires de pouvoir être des interlocuteurs au même niveau de connaissance que les promoteurs de projets qui venaient les rencontrer? Si vous pouviez nous raconter un petit peu. Merci. Alors, vous avez bien fait de faire un petit rappel de ce qui se passait il y a 8 ans. La situation aujourd'hui est, j'allais dire, beaucoup meilleure qu'il y a 8 ans, même s'il y a encore effectivement beaucoup de demandes. De façon globale, ce qu'on peut dire, c'est que, et mes prédécesseurs l'ont mentionné, il faut reconnaître que ce sont des questions qui sont relativement nouvelles dans notre espace et pour lesquelles il y a encore effectivement beaucoup de choses à mettre en place. À partir du moment où les questions qu'on embrasse ou qu'on souhaite embrasser sont nouvelles pour tout l'écosystème, y compris pour les banquiers, ça veut dire qu'il y a quelque chose à construire. Pour nous, dans le secteur bancaire, c'est un écosystème qu'il faut construire. Et c'est ce qui est en train de se faire. Quand je parle d'écosystème, vous avez aussi bien les acteurs financiers, donc qu'il faut amener à avoir une bonne compréhension. Il y a les acteurs qui sont les installateurs, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il faut aussi amener à faire comprendre comment est-ce que les banques travaillent. Il y a l'État qui doit jouer sa partition. Vous avez entendu parler tout à l'heure des questions fiscales, des questions douanières et tout ça. Donc, c'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place. Malheureusement, c'est une façon de parler, on ne peut pas faire tout du jour au lendemain. Donc, ça prend quelque temps de pouvoir construire ça. L'essentiel étant que lorsqu'on pose un pas en avant, on ne recule pas, qu'on continue à poser un autre pas devant celui qu'on a posé prioritairement. Et à l'association professionnelle, notre rôle prioritairement, c'est celui-là. C'est celui d'amener nos membres en fait à avoir une meilleure appréhension des questions de développement durable et des questions qui sont liées à l'énergie durable. Et puis, à partir du moment où tout le monde a pris une meilleure conscience de ces questions, de voir comment est-ce qu'on peut bâtir des process, j'allais dire, standardisés pour que tous nos membres puissent, à partir de ces process-là, répondre aux sollicitations qui leur sont présentées. Peut-être de façon concrète, entre 2019 et 2022, la coopération allemande, en partenariat avec l'APB, sur le projet ProFair, on a fait un certain nombre d'actions. Premièrement, il y a eu une formation, ou des formations, je devrais dire, qui ont été faites aux porteurs de projets et aux dirigeants des PME dans ce secteur d'activité pour leur montrer un peu les éléments principaux, j'allais dire, peut-être, j'allais dire plutôt les plus importants qu'on va regarder dans les dossiers ou les demandes qui vont porter vers leur banquier pour des questions de financement. Mais si le banquier reçoit ce type de financement, enfin ce type de demande plutôt, pardon, et qu'on a dit aux dirigeants des PME, aux porteurs des projets, voici les éléments que vous devez regarder, mais il faut que le banquier lui-même, au-delà de ces éléments, qui sont importants certes pour lui, comprenne la philosophie du projet qu'il reçoit. Donc, il y a eu aussi une question de formation et d'accompagnement des acteurs et des conseillers dans les banques sur ces questions-là pour mieux les sensibiliser, mieux les accompagner et tout. Et M. Yeo a parlé tout à l'heure de la question
de certification. Ce sont aussi des éléments qu'on avait mis sur la table en disant beaucoup de personnes historiquement ont fait des installations chez elles, ça ne s'est pas toujours bien passé, ça a contribué à dégrader l'image. Il faut que les personnes qui rentrent dans le système, on puisse avoir un socle commun à partir duquel on peut certifier ou s'assurer qu'elles ont de bonnes compétences. Donc, comme vous le voyez, les questions que je soulève là sont des questions qui participent à la construction d'un écosystème. Nous, notre rôle aujourd'hui à l'association professionnelle, c'est de faire un plaidoyer pour que nos membres, effectivement, puissent intégrer ces questions-là dans leur dispositif aujourd'hui, les ayant intégrés, qui puissent être formés, mais aussi de faire un plaidoyer envers ceux qui viennent vers les acteurs nationaux, les acteurs locaux, en disant on a des financements, on a des solutions pour vous accompagner. C'est de leur dire oui pour des financements, oui pour des solutions, mais il faut que vos solutions intègrent des accompagnements pour le secteur financier, parce que ce sont ces accompagnements non financiers, je veux dire, parce que ce n'est pas toujours des questions financières qui sont en cause, des accompagnements non financiers qui permettront aux acteurs du système financier de mieux intégrer ces questions-là, d'être à même de pouvoir interagir avec les acteurs qui sont dans le domaine et pour pouvoir discuter avec eux pour qu'une fois qu'ils ont une meilleure connaissance, une meilleure appréhension de ces sujets-là, ils puissent réagir au mieux avec les instruments dont ils disposent. Mais troisième élément, c'est aussi tous ceux qui disposent de financement et qui sont prêts à accompagner des acteurs locaux ou des institutions financières locales en leur disant on a des financements, on va vous accompagner pour que vous puissiez les déployer. C'est de dire oui, ces financements, vous les avez, mais il faut que les financements que vous envoyez sont des financements qui soient adressés pour, j'allais dire, accompagner des projets qui ont une essence locale. Parce que ça, c'est un autre élément. Vous avez beaucoup de projets qui arrivent, beaucoup d'acteurs qui viennent avec des financements, avec des projets clés en main, qui ne s'adaptent pas toujours à la réalité du milieu. Donc voilà, je ne vais pas être trop long pour me résumer un peu. C'est une action de plaidoyer, agir sur la demande en disant aux porteurs de projets, voilà les éléments que vous devez avoir dans vos projets tels qu'ils sont montés. Mais agir aussi sur l'offre en disant à nos membres, on pense que vous devez intégrer dans votre dispositif ces questions-là, parce que comme il a dit tout à l'heure, on n'est plus au stade d'une question de faculté ou d'alternative, c'est une obligation, tout le monde va vers ça. Donc, agir sur l'offre, donc vous devez l'intégrer dans et calibrer votre dispositif pour le faire, pour pouvoir proposer des solutions qui correspondent aux besoins des acteurs. Voilà, merci. Merci. Donc si je comprends bien ce que vous dites, ces dernières années, il y a eu donc beaucoup de choses qui ont été faites. Et donc aujourd'hui, au travers de programmes de formation, au travers de discussions et d'espaces d'échange, les porteurs de projets ont compris quelles étaient un petit peu les contraintes peut-être des acteurs bancaires. Eux-mêmes, les acteurs bancaires, ont compris quelles étaient les contraintes des porteurs de projets. Et donc ça nous m'amène à me tourner vers vous, Monsieur Kouassi. Fort de tous ces apprentissages et de tous ces enseignements, aujourd'hui, quand vous recevez des promoteurs, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous leur proposez? Quelles sont les solutions aujourd'hui qui sont disponibles pour les acteurs du secteur? Merci. Je dirais merci déjà à mes prédécesseurs. Je pense que tout a été dit sur les freins qu'on a sur ce secteur, sur l'organisation qui a été mise en place au niveau de l'association des banques. Il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été portées sur le sujet, que ce soit au niveau national pour l'association des banques et des grosses banques qui sont présentes sur le territoire, mais au niveau des entités comme Société Générale, qui est un grand groupe qui est présent dans plusieurs pays dans le monde, y compris 15 pays environ sur le continent africain et dans les îles. Et cette réflexion a été issue, je dirais, des échanges qu'on a eu suite à l'accord de Paris. À l'accord de Paris, il y a une initiative financière qui a été mise en place, qui a réuni des grands groupes financiers dans le monde. Il était question pour nous de réfléchir à comment nous, de par nos actions, dans le cadre de nos activités, que ce soit des financements, d'investissement, on arrive à trouver des solutions pour nos clients. Quand je parle de nos clients, il y a à la fois les États, parce qu'on finance beaucoup les États. Il y a aussi également des entreprises qu'on finance et il y a un dernier niveau des particuliers. Donc ces réflexions-là nous ont poussé déjà, à la différence peut-être d'autres acteurs qui sont présents sur le territoire. Nous, depuis quand même 5 années, je dirais environ 5 et 6 années,
a pensé toute une comitologie interne au niveau du groupe Société Générale qui a repensé complètement nos process, qui a repensé complètement notre organisation pour pouvoir inscrire la durabilité dans nos plans d'action, dans notre stratégie commerciale. Ok, donc quand on le dit, ça fait de jolis mots, mais concrètement, concrètement comment ça se passe? Et il s'avère que, par exemple, moi je dirige un pôle qui couvre la zone Afrique, qui est un pôle qui a été créé depuis bientôt 1 an. Donc on a pris des engagements, il y a tout ce qui est net banking zéro en termes de décarbonation de nos portefeuilles de financement. Et on s'est dit sur les sujets de durabilité, quels sont les secteurs qui sont les secteurs les plus importants où, dès qu'on aurait une action en termes de mise en place de moyens de financement, ça aurait des répercussions assez importantes dans l'objectif qu'on s'est fixé. Donc l'énergie en fait partie. Mais ces décisions ont été, je dirais, prises, ces décisions stratégiques ont été prises à la base d'études, de consultations qui ont été faites auprès de nos clients, surtout de nos géographies, hein, que ce soit en Afrique, dans le monde. On est allé discuter avec nos clients dans différents secteurs d'activité, voir leurs problèmes, les besoins qu'ils ont, avant de pouvoir définir cette nouvelle politique stratégique qu'on a mise en place. Donc une fois qu'on a ciblé le secteur de l'énergie, on a dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans le secteur de l'énergie pour pouvoir mener des actions de points qui vont marquer, qui vont perdurer dans le temps. Il faut penser au cadre réglementaire. Comment nos États, par exemple, on est présent dans 15 pays, on a 15 réglementations différentes à couvrir. Donc comment nos États sont organisés? C'est à ce niveau-là qu'on participe beaucoup en amont à des réflexions avec l'APBEF, avec M. Yeo, dans une task force qu'on a au niveau du ministère de l'Énergie, à des réflexions pour repenser ou bien pour apporter des additifs au cadre réglementaire qui est mis en place. Et on fait porter, je dirais, la voix de la banque. Ok, je pense que tout à l'heure, M. Fanny en a parlé. Il était question pour nous, demain, si on croise un porteur de projet, quelle sera la perception qu'on aura de ce projet, comment on comprend son business model et comment on met en place des moyens de financement pour l'accompagner. Donc ce travail, on le fait en amont, on discute avec l'État pour orienter, je dirais, les politiques stratégiques dans ce sens-là. Aujourd'hui, ils ont levé des points qui sont des points factuels, les points de tarification douanière, des points d'incitation, je dirais, fiscale par d'autres moyens, qui sont des points qui sont aujourd'hui, je dirais, tellement importants pour la viabilité même du business model en tant que tel. Parce que moi, en banque, quand je finance, je dois m'assurer que, parce que c'est des capitaux que je donne, c'est l'argent de vous et moi que je prends, que je donne à M. Kolensky ou bien à M. Tano. Mais comment je m'assure que le business model que M. Tano a mis en place génère des revenus pour pouvoir rembourser le crédit que je lui ai fait. Donc c'est là où c'est important que chaque acteur joue son rôle et dont nous portons cette voix-là aussi. On accompagne ces acteurs-là dans la discussion qu'on a vis-à-vis des États sur ces sujets-là. Il fallait aussi, je dirais, comprendre un peu ce que c'était, en fait, même les énergies renouvelables, qu'est-ce que c'est. Donc ça a demandé des formations de nos équipes en interne, en plus des formations qui ont été faites par l'APBF. Je pense qu'il y en a certaines qui ont été pilotées également avec le GIZ au niveau de la filiale de Côte d'Ivoire. Ça a demandé des formations en interne, des sessions de certification même. On a des parcours certifiants en interne pour comprendre ce que c'est que les énergies renouvelables, pour comprendre les spécificités des territoires. Parce que, vous savez, par exemple, je prends la Côte d'Ivoire, je ne peux pas installer, mais des techniciens sont là, de solutions d'énergie éolienne ici. Parce qu'on n'a pas suffisamment de vent pour driver ça. Donc il faut comprendre que dans des États, il y a des spécificités en termes de typologie d'énergie qu'il faut mettre en place. Donc nous, on a perçu ce point-là. Deuxièmement, comprendre la qualité des acteurs qui sont présents, la nature de la technologie qu'ils utilisent et comment cette technologie-là a des impacts réels sur le quotidien des populations. Donc ça, ce n'est pas des mesures d'impact qu'on arrive, des rapports qui sont faits. Donc c'est des discussions qu'on a couramment avec des acteurs pour relever ces points-là. Donc une fois que nous, on a bien compris le secteur dans lequel on est, le business model, comment il est monté, il va sans dire que ce que les acteurs attendent de nous, c'est de pouvoir les financer. Ok, mais on ne peut pas financer aujourd'hui des solutions d'énergie renouvelable avec des taux de crédit bancaires classiques qu'on fait sur la place. Donc je ne peux pas faire du 7%. Quand je sais que peut-être M. Kolensky, si sa marge qu'il a sur la commercialisation d'une pompe fait moins de 10%. Je prends un exemple, je ne crois pas, mais fait moins de 10%. Donc si je lui fais un crédit à 7%, c'est clair que son business ne va pas tenir longtemps. Donc c'est là où on réfléchit à pouvoir trouver des solutions, des mécanismes. Et il n'y a pas que nous, hein, en termes de solutions de financement qui intervenons. On a aussi des acteurs des banques de développement qui sont présents sur le continent avec qui nous échangeons pour mettre en place des programmes
parce qu'ils ont aussi la possibilité, eux, de se sourcer à des guichets où ils ont des niveaux de liquidité à des taux concessionnels qui sont assez intéressants, qui nous permettent, nous, derrière, de pouvoir reprêter à des taux qui sont tout aussi intéressants. On l'a testé, par exemple, avec le produit Sunref. Pour certains de l'AFD, je pense que certains ici le connaissent, qui est un produit assez intéressant, où le financement de solutions de régime renouvelable sont facturés à des taux de 4 et 5%. Donc ça, c'est intéressant pour la banque, c'est intéressant aussi pour le client qui est en face de nous. Ensuite, on a dit, au-delà de tout ça, des partenariats, il faut qu'on pense à des choses qui sont une offre dédiée qui répondra à ces besoins-là. Déjà, comme je l'ai dit, on finance les États. On a financé des centrales photovoltaïques, parce qu'il y a aussi ça. Ici, on parle des solutions SHS, mais sur les énergies renouvelables, vous avez différentes typologies, de la biomasse et autres, mais vous avez aussi différents échelons de taille de projet. Donc, sur des projets beaucoup plus grands, des grands acteurs comme Engie et autres qui travaillent sur ces sujets-là, on a eu à financer des programmes, des projets de centrales photovoltaïques dans des pays comme Madagascar où nous sommes présents, avec l'appui des partenaires, des banques de développement, des garants qui nous ont accompagnés sur des maturités très longues. Parce que ces types de projets ont des spécificités. Aujourd'hui, si vous financez cela, la CARCC veut que pour que ce business model puisse tenir, la maturité est un des points du financement, un des points qu'il faut regarder avec beaucoup je dirais, d'attention. Mais la liquidité aujourd'hui de nos banques présentes sur le territoire ne nous permet pas d'aller sur des maturités dépassant 10 ans. Parce qu'on travaille dans un environnement qui est réglementé et il y a des normes et des ratios, je dirais, qu'il faut respecter. Parce que si on ne les respecte pas, on se fera taper dessus par le régulateur. Donc aujourd'hui, quand nous vérifions nos liquidités que nous avons, on ne peut pas aller sur des financements de très long terme. Donc comment il faut le faire? On travaille avec des banques de développement, on travaille avec des acteurs qui nous mettent à disposition des instruments pour le faire. Donc ça nous permet, nous, d'avoir des réponses concrètes à ce type de projets-là qui sont des projets à très grande échelle. Si le SHS, on a eu l'épisode Zola qu'on a financé, bon, avec, je dirais, c'était aussi une phase d'apprentissage pour nous, qui a été une expérience assez particulière, me diraient mes amis d'EDF. Mais on a retenu cela, c'est aussi ça, c'est une méthode trade to learn. En avançant, on apprend. Voilà, parce qu'on n'a pas la science infuse, telle que dans ce domaine, la technologie est évolutive tout le temps. C'est aussi pareil pour le financement. En avançant avec les acteurs, en étant quotidien avec eux, en discutant, en comprenant parfaitement leur business model, on arrive à trouver des solutions de financement qui répondent à leurs besoins. On ne recule pas. Parce qu'on est aussi acteur de développement en tant que banque, on le fait. Aujourd'hui, par exemple, si je reprends le portefeuille d'engagement que le groupe Société Générale a sur la zone Afrique, 60% des engagements à fin 2022 étaient sur des sujets de durabilité, y compris les énergies renouvelables. Donc ça montre quand même l'engagement très fort qu'on a, au-delà des aspects de rentabilité, d'apporter des solutions de pérennité de l'environnement dans lequel on vit pour nos États et pour les populations qui y vivent. Alors, je vais vous demander de garder le micro. Parce que du coup, j'entends dans votre discours, vous dites qu'il a fallu trouver des réponses concrètes. Comment est-ce que je peux m'assurer de la viabilité de son business plan? Il a fallu trouver des solutions de financement. Mais alors en attendant, et je regarde les autres PME présentes dans cette salle, c'est quoi les solutions du coup? C'est quoi les propositions concrètes? Quels sont les produits verts que vous avez pu éventuellement développer? Aujourd'hui, c'est quoi les vraies solutions? Aujourd'hui, je vous dirais par exemple sur tout ce qui est solution, parce que comme je l'ai dit, il y a plusieurs champs. On en parle aujourd'hui des SHS. Nous, aujourd'hui, par exemple, sur le solaire CNI, pour les industriels et les entreprises commerciales, parce qu'on avance aussi, je dirais, stratégiquement sur des pans qu'on maîtrise, où on est sûr de pouvoir avoir des impacts assez importants. Donc, il y a des études stratégiques qui ont été menées en amont, qui nous ont permis de cibler, je dirais, des secteurs d'activité qui sont les secteurs qui sont plus demandés de ce type de solutions. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un environnement où ces choses sont nouvelles pour les populations. Et même pour les entreprises. Vous avez souvent des entreprises qui ont des tailles de bilan assez importantes, mais qui n'ont même pas connaissance des sujets de durabilité. Ça, c'est un vrai cas qu'on rencontre quotidiennement et qu'il faut aider, avec qui il faut travailler à définir des trajectoires, RSE, ESG et autres. Mais les solutions qu'on apporte, c'est des offres dédiées, par exemple, sur des solutions de solaire CNI pour une société qui veut, je dirais, trouver des sources d'énergie alternatives pour son bâtiment. On a une offre dédiée qui est mise à disposition, qui a des conditions assez souples, qui vous permettraient, vous, de venir nous voir. Et on a répertorié 3 acteurs aujourd'hui par filiale où nous sommes présents, qui sont des acteurs avec qui nous travaillons.
Parce qu'en amont, on a dû faire des due deals techniques pour nous assurer que ces acteurs ont la capacité de faire. Parce qu'il ne faut pas travailler aussi avec des acteurs qui nous mettent dans des positions en termes de risques réputationnels assez compliqués. Donc aujourd'hui, on propose des solutions. C'est-à-dire le client, il vient nous voir. Aujourd'hui, moi, j'ai une entreprise. Je souhaite solariser mon bâtiment, mon industrie. On dit, OK, il n'y a pas de problème. On a un développeur ou une société qui propose des solutions qui est présente dans notre panel. On vous met face à eux, il y a 3 entreprises, ils vont faire des cotations, un audit énergétique sera fait, tout le process en fait qui est fait dans ce sujet-là. Et à la suite de cela, nous on vous mettra à disposition des financements sur des maturités qui vont de 7 à 10 ans. Voilà, ça c'est des solutions concrètes comme ça qu'on a apportées sur le Soleil CNI, sur le SHS. J'ai cité l'exemple de Zessi, qui était la commercialisation de kits de kits solaires. On a des sujets aussi de titrisation de créances, parce qu'aujourd'hui, il a expliqué, quand tu vends des kits, c'est sur des maturités pour permettre aux populations à faible revenu d'en bénéficier, des maturités qui vont de 12 à 36 mois. Donc, comment derrière, il faut pouvoir permettre à ces entreprises d'avoir de la liquidité. Donc, on a des solutions de titrisation qu'on propose, qui sont perfectibles, je le dis, parce qu'il ne faut pas aussi vendre trop de belles choses aux gens, mais qui sont très perfectibles en termes de solutions, mais qui sont déjà un premier pas que nous posons, et concrètement, qui sont des transactions que nous avons faites avec l'appui de nos partenaires qui sont des garants sur ce type de financement-là. Merci. Alors, toute dernière question, puisque donc, vous parlez des propositions qui sont faites à des acteurs pour des projets plutôt commerciaux et industriels. Quelles propositions, quelles offres vous avez aujourd'hui pour des individus qui souhaiteraient autoproduire de manière domestique? Et je dis ça aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de PME dans la salle que ça intéresse. Comment est-ce qu'eux, ils peuvent prendre des parts de marché dans ce domaine-là? Et très souvent, ils ont affaire à des clients qui leur disent « mais moi, je voudrais faire une installation chez moi, mais je n'ai pas les financements pour le faire ». Et donc, qu'est-ce que vous proposez pour des personnes qui souhaitent autoproduire? Je dirais la politique de crédit bancaire, elle est simple et claire. Ok, je fais un investissement, je comptable de la dette pour pouvoir financer cet investissement-là. Il faut que le banquier qui en face puisse s'assurer que la personne qui contracte le financement soit à même de pouvoir avoir la capacité d'endettement et soit à même de pouvoir rembourser. Ça c'est assez basique. Mais au-delà de ça, dans ce cas de figure présent, il faut, nous, banquiers, nous assurer que la technologie qui est vendue aujourd'hui à notre client, parce que très souvent, on travaille essentiellement sur des clients qui sont clients Société Générale, qu'on met des bases d'informations qu'on met à disposition de ces entreprises-là, que nous, nos clients, reçoivent la qualité des services qui lui est due et que demain, il n'ait pas à se plaindre quand même de la médiocrité de l'installation qui a été faite. Donc en amont, on ne travaille pas avec tous les acteurs, il faut le dire clairement. En amont, il y a un screening qui est fait par nos équipes techniques, que ce soit à Abidjan et à Paris, qui prennent le temps de regarder, de comprendre un peu plus les capacités techniques, la puissance installée par l'entreprise, tout ce qu'il a eu à faire en termes de track record qui pourrait nous donner quand même une belle aperçu de ses capacités techniques. Et ensuite, sur cette base, une fois que ces entités-là sont certifiées, reconnues, nous, et qu'on a vérifié que ce client-là a une quotité qui lui permet de pouvoir rembourser le crédit, on met à disposition un financement pour l'acquisition des kits et le coût qui est pratiqué très souvent va inclure des frais d'assurance ou de SAV et tout ça. Donc ça, c'est des choses de manière très concrète. D'accord, mais du coup, ma question, il y a un crédit spécifique ou on est sur des taux de crédit classiques? C'est là où aujourd'hui, je voudrais dans un premier temps, on n'a pas de taux, parce que là vous parlez de taux, parce que c'est l'une des c'est vraiment le nerf de la guerre. Combien ça coûte clairement? Voilà. Aujourd'hui, sur le taux, je ne pourrais pas vous donner avec certitude des taux qui sont pratiqués sur ces solutions-là, parce que c'est encore des discussions qui sont en cours avec des acteurs pour nous permettre de trouver de la liquidité à des moins de coûts, même garantie, je dirais, le portefeuille de financement qu'on fait sur ces sujets-là. Donc, c'est des points qui sont toujours en discussion, qui sont ouverts, et sur lesquels je pense qu'il n'y a pas totalement tout le monde là, mais il y aurait une banque de développement. J'aurais dit oui, c'est des sujets qu'on partage aujourd'hui avec la BOAD, on partage aujourd'hui avec d'autres acteurs pour nous accompagner dans ces actions qui ont une haute portée à impact sur nos populations. Bon, c'est dommage, il y avait des gens de la BAD qui étaient là tout à l'heure. On va peut-être maintenant du coup ouvrir un peu les questions au public. Donc si vous avez des questions, on va distribuer les micros. Monsieur Ba, au fond, s'il vous plaît. Bonjour à tous et merci des présentations. Donc, je m'appelle Abdoulaye Ba du secteur privé du Sénégal. Donc, je suis le vice-président du Conseil patronal des énergies renouvelables du Sénégal
qui ressemblent les IPP. Donc les 300 MW qui sont au Sénégal sont faits par nos collègues. Je suis opérateur mini-réseau. Moi, je gère pour le compte de l'État actuellement 75 mini-réseaux pour le compte de l'État. Nous avons des distributeurs, nous avons même un centre de test pour les équipements solaires qu'on a mis sur place au Sénégal. Ce qui nous a permis, même avec l'accompagnement de l'ANER, qui est l'agent d'éducation rurale, d'énergie renouvelable, d'avoir l'exonération sur les TVA. Donc un client au Sénégal n'est plus facturé la TVA de 18% si le produit respecte certaines normes qui est approuvée. Bref, donc vraiment je salue vos présentations, mais d'abord nous en tant que secteur privé et puis en tant qu'observateur, il y a quelque chose que j'ai observé sur la salle. L'État de la Côte d'Ivoire, si vraiment il y a un engagement fort pour les énergies renouvelables, je ne vois pas autour de la table ici, soit le directeur de l'éducation rurale ou autre. On voit dans toutes les salles, il y a l'Agence sénégalaise d'éducation rurale qui est présent, le Niger, le Cameroun, mais malheureusement, on parle ici de la Côte d'Ivoire, il n'y a même pas une autorité qui représente l'éducation rurale qui est là. Ça, c'est une observation de ma part. Point. Par contre, si je viens maintenant au niveau de la banque SGVS, c'est bien beau de citer le Sandref, ou bien que vous avez financé la gazelle, mais la gazelle, je ne peux pas discriminer le produit. Ce n'est rien d'autre qu'une torche alimentée au solaire. Donc si vous arrivez à les financer, je crois que les Ivoiriens, oui, les locaux, pour un privé local fort, je crois qu'on n'est pas aussi, excusez-moi du terme, aussi dupe pour ne pas des produits pareils qu'on puisse programmer. Donc la question me revient de vraiment de nous faire la genèse ou bien de nous donner votre expérience avec Sandref. Au Sénégal, c'était les 30 millions d'euros que l'AFD avait mis dans les banques, la GPS. Mais quel est le retour d'expérience? Combien de privés locaux ont eu à bénéficier de ces fonds? Merci. Merci. Bon, moi, je pense que je ne pourrais pas répondre à la place de l'État. Parce que donc, on note tous votre observation. En termes de normes précis, je ne peux pas vous raconter d'histoire, je ne les ai pas. Mais je sais quand même en volume d'enveloppe, on n'est pas loin de ce qui a été fait pour le Sénégal. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'enveloppe SENREF couvrait plusieurs piliers. Il y a à la fois des sujets d'efficacité, d'efficience énergétique, c'est-à-dire comment tu peux optimiser ton système qui est déjà en place. Et ensuite, il y avait également des sujets solaires. Donc ici, essentiellement, ce qui a été fait à travers SENREF en Côte d'Ivoire, par exemple, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est essentiellement des projets d'efficacité énergétique. On a des entités qui sont dans la grande distribution, par exemple, qui ont des gros sujets sur l'alimentation, parce que ça vient un centre commercial, ça dépense beaucoup d'énergie. Sur tout ce qui est alimentation de chaînes de froid et autres, qui ont fait mener des études en amont, parce que pour bénéficier de la ligne, il faut que tu aies une étude qui soit faite par un expert pour attester de tout ce qu'il y a comme modification, amélioration à mettre à ton système. Donc, ils ont mené ce type d'études-là et qu'on a pu financer pour acquérir des nouveaux actifs pour optimiser la consommation énergétique. Donc, il y a ces sujets-là, essentiellement, aujourd'hui, sur tout ce qui a été fait, c'était essentiellement sur des sujets d'efficacité énergétique en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est pareil pour le Sénégal. Aujourd'hui, sur les solutions solaires, c'est une solution in-house qui est en train d'être développée chez Société Générale pour l'ensemble de nos entités sur la zone Afrique. C'est une solution qui, je vous fais peut-être une confidence, mais à beaucoup, ça ne devient plus une confidence, mais qui va sortir bientôt, qui sera dédiée sur tout ce qui est solaire CNI, avec des partenaires qui sont des partenaires assez reconnus sur la place. Donc, j'espère que certains d'entre vous, de vos entités qui font partie de votre association, pourront se rapprocher potentiellement de la filiale au Sénégal dès que nous communiquerons sur cette offre-là, pour voir dans quelle mesure on peut nouer un partenariat, ou pourquoi pas même avec votre fêtière qui rassemble toutes ces entités-là. Sinon, individuellement, on travaille aujourd'hui avec des grands groupes internationaux qui sont présents en Afrique depuis pas mal de temps, qui développent tout ce qui est solution de SHS et de solaire CNI. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, vous avez été très clair, vous avez donné tellement d'informations que les gens n'ont pas de besoin d'informations supplémentaires. Ah si, ok, merci. Bonjour à tous les panélistes, je suis André Noël Béré de Africa Énergie Solaire. Je réside au Burkina Faso et l'honneur est pour moi aujourd'hui de rencontrer tous ces panélistes qui ont présenté les difficultés. Et j'avoue que c'est les mêmes difficultés que nous partageons au Burkina Faso, sauf qu'au niveau du Burkina, la réglementation est plus ou moins souple au niveau de la détaxation des produits solaires.
Donc j'invite les autorités ivoiriennes à y faire autant pour faciliter également aussi nos entreprises de la Côte d'Ivoire de pouvoir bénéficier de cela. Je vais aller directement avec mon ami de la SGBF parce que nous sommes une entité depuis plus de 15 ans qui travaille avec la SGBF, mais il faut dire vrai que au niveau de la SGBF, il y a des avancées, sauf que tout le monde n'est pas au même niveau de compréhension des solutions d'énergie solaire, notamment les commerciaux qui sont à la base. Il faut reconnaître que c'est une lourdeur, une très très lourdeur, parce que simplement le conseiller peut bien vouloir comprendre ton projet, mais à la limite, il va vous dire que cela ne dépend pas de lui, mais ça dépend du groupe. Et quand on vous parle des standards du groupe, ça devient un peu difficile de pouvoir accéder au financement. Donc, rien qu'il y a 2 mois, on est toujours avec la SGBF, mais les taux n'ont pas avancé. Je vous avoue que ce que vous dites, c'est bien beau d'attendre cela, mais les taux restent toujours les mêmes. Et si nous allons encore donner plus d'expérience, si vous aviez des accompagnements avec d'autres, si les entreprises, les PME africaines ont des accompagnements avec des structures internationales, il faudra également aussi savoir que ces PME n'ont pas de capital. En réalité, les entreprises d'énergie solaire sont des jeunes entreprises où le capital est lié au fonds de roulement, au matériel qu'ils ont à la disposition. Donc, quand vous souhaitez qu'une telle entreprise donne des garanties, c'est vraiment, vraiment difficile. Et il faut permettre à ce que ces entreprises-là soient financées par les banques locales et non attendre que le financement vienne de l'extérieur, alors que nos cash flows sont déposés également dans vos trésoreries. Merci. Merci. Je n'ai pas réellement perçu de questions en tant que telle. Je ne sais pas si vous attendez une réaction. J'ai compris un peu l'inquiétude En fait, ce que j'aimerais vous dire, il y a plusieurs points qui ressortent de votre intervention. La taille des acteurs. Aujourd'hui, la banque, je dirais, est organisée de manière assez précise pour avoir en face de n'importe quel type d'acteur un interlocuteur dédié. Si vous avez une taille, je vous prends un exemple simple, vous avez une taille de TPE. Quand je dis TPE, toute petite entreprise, vous vous retrouvez au GE ou au PME, il vous sera difficile d'avoir des réponses adéquates à vos requêtes. Donc on a organisé aujourd'hui la banque de telle sorte que tous ces acteurs-là aient des interlocuteurs précis qui puissent avoir des réponses concrètes parce qu'ils perçoivent et connaissent en amont les besoins que vous avez. Deuxièmement, il y a aussi des capacités. Au-delà de maîtriser la technologie, il y a un fait qui est très important, c'est que l'activité que vous menez, le business model, la stratégie que vous avez doit être assez cohérente et la structure doit être organisée. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, Société Générale, depuis bientôt près de 10 ans, on est une entité qu'on appelle la maison de la PME, qui est une sorte d'incubateur où vous avez des formations pour toutes les TPE, les PME, où on vous apprend à mieux gérer vos structures par des formations sur la fiscalité, la comptabilité et autres, histoire de vous permettre, in fine, d'être une entité. Limite, on habille la mariée pour mieux la présenter le jour où elle a un besoin de financement. Donc, ce travail-là, on le fait. Parce qu'il faut être véridique. Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de choses qui nous sont dites. Je l'ai répété encore, nous avons obligation de bien allouer les fonds qui nous sont mis à disposition, les capitaux. Mais ces capitaux ont un coût. Aujourd'hui, moi, je me source en termes de liquidité à la fois chez mes clients, comme vous dites, et puis auprès de la Banque centrale. Mais ce n'est pas gratuit, en fait. Aujourd'hui, la Banque centrale me prête un taux. Et ce taux-là, à ce taux, je dois rajouter mes charges comme vous-même vous faites sur la structure de coûts que vous avez, des prix que vous affichez, et ensuite proposer un taux à mes clients. Donc, l'un des leviers d'incitation qu'on a, je pense qu'on en parle, discute avec la PBF, c'est pourquoi pas, parce qu'au-delà du fait que chaque banque se dirige vers des guichets spécifiques dédiés, internationalement connus comme le Fonds vert pour le climat et tout, le Fonds d'adaptation et tout, pourquoi pas au niveau de la Banque centrale, vu que nos États ont pris des engagements forts, créer un guichet spécifique qui permette aux banques d'aller se sourcer à des coûts de liquidité moindres pour financer ce type de projet. Clairement, on n'aura aucun problème à vous financer à 5% ou à 4%, si tel que moi, j'ai ma liquidité à 1%, bien à 0,5%. Mais tant que je serai pour ce type de projets-là qui sont très différents en termes
perception et en termes je dirais, de viabilité, de capacité, les mêmes coûts de liquidité appliqués qu'un financement classique, ça serait un peu difficile pour moi de le faire. Mais ce n'est pas un frein. Nous, on dit pour nous, ça, ce n'est pas un frein, il faut qu'on avance. Donc, il faut qu'on avance, on trouve des moyens. Comme je l'ai dit, on a des acteurs avec lesquels on travaille qui nous permettent de trouver des solutions assez efficaces pour répondre à ce point de liquidité, de coût de dette dont vous parlez. Parce que le coût de la dette, les banquiers ne le vendent pas, ça répond à un schéma de calcul qui est très, très bien structuré, bien huilé. C'est pour ça que vous voyez que par moment, il est plus bas, souvent il est plus haut, tenant compte du coût de la liquidité auquel la Banque centrale nous met à disposition les fonds. Donc ça, c'est un point qui est très important. Je pense que tout le monde doit percevoir au-delà de l'aspect de l'objet de votre activité. Et nous, on travaille avec vous. Vous avez parlé d'un second point qui est celui de la compréhension même de votre activité. Je vous dirais que c'est perpétuel en termes de formation au niveau de nos équipes. Là, on a fait l'année passée, cette année, au mois prochain d'avril, on va recommencer encore un cycle de formation au sein de nos filiales pour tout ce qui est sujet à la fois de RSE, d'énergie renouvelable, de finances durables et tout. Donc c'est une volonté manifeste de permettre à nos équipes aussi de monter en compétences parce que c'est un des gros points sur ces sujets-là pour que lorsque vous venez à la banque, vous puissiez avoir des personnes qui répondent à vos exigences. Donc soyez rassurés, ce n'est pas forcément facile, mais on tient compte de ces points d'amélioration que vous nous portez pour pouvoir faire les choses de manière meilleure, je dirais. Je vous remercie. J'ai Monsieur Chair qui me fait signe que la session est arrivée à sa fin. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont encore des questions, je vous invite à les adresser directement aux panélistes à l'issue de la session. Je voudrais donc profiter pour remercier, merci beaucoup messieurs, du coup. On a un panel peu représentatif du genre, mais qui était néanmoins très intéressant sur les échanges. Nathalie, oui. Juste un mot, si tu permets. Je voulais rebondir sur quelque chose que M. Kwasi a dit tout à l'heure, c'est la question de la formation. Je ne sais pas si vous avez suivi ça hier. Dans un pays comme la France, où on parle des énergies renouvelables depuis des décennies, il y a un reportage que j'ai vu hier qui annonçait que pour les installateurs de panneaux photovoltaïques, sur les 5 prochaines années, il faudra 8000 personnes. 8000. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où, comme on l'a dit, nous tous ici, les questions sont relativement nouvelles, dans le secteur bancaire, si les acteurs, les porteurs de projets, les différents acteurs de l'écosystème veulent que les demandes soient prises en compte, au-delà des questions financières, de la disponibilité des fonds et tout ça, M. Béret l'a dit tout à l'heure, il y aura forcément besoin d'avoir des interlocuteurs dans les banques qui savent de quoi on parle. Quand on parle d'énergie photovoltaïque, ils savent de quoi il s'agit. Quand on parle de biomasse, ils savent de quoi il s'agit. Quand on parle d'éoliennes, ils savent de quoi. Et ils peuvent faire la différence entre les différentes sources. Il faudra nécessairement former les gens. Donc c'est un plaidoyer qu'on fait, comme disait M. Kwasi, c'est continu. Mais c'est un plaidoyer que je voulais appuyer avec force tous les acteurs qui sont prêts à venir, qu'il s'agisse des organisations internationales, des banques de développement, et ça. Il faudra nécessairement penser à la formation de ceux qui sont dans le système bancaire pour accompagner les acteurs de projet. Merci. Merci Monsieur Fanny. J'espère que mes collègues du projet Profer de la GIZ ont saisi le message et qu'ensuite ils auront des choses à vous proposer dans le domaine. Merci à tous. Merci beaucoup. Mr. Chair, floor is yours. Thank you very much. It was a very interesting panel. Let us join now in the main room. There is an announcement that is foreseen in 3 minutes, so we have to go. And then we go for lunch and we come back at 2 p.m. with the almighty Nigeria session. Have a good lunch.